Don't I know you from someplace? Do you? Of course I do. You're from that TV commercial. My goodness, you look so much the part. You really do. You know something? Those other actors who played Jesus in the films, they didn't look a thing like him. No? No, but when I look at you, I think now there's a man who could really save the world. Me, I'm too busy. But if you could be bothered, you could do it. You really think so? Why not give it a try? Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast des séances d'après minuit. Dans cet épisode, je reçois Rurik Salé, acteur, auteur, compositeur et fondateur de la structure Distorsion, à travers laquelle il a publié 10 livres, dont la série Le cinéma français, c'est de la merde, qui défriche tout un versant méconnu et bizarroïde du cinéma français. Et on ajoutera aux multiples talents de Rurik celui de scénariste de bande dessinée, puisque sa dernière œuvre, Neige de sang, co-signée avec Corbeyran et le dessinateur Jeff, est justement disponible en librairie depuis le 16 janvier. Dans ce huis clos ténébreux plongé dans une nuit sans fin où s'éveillent les fantômes, Rurik et ses deux complices rendent un hommage élégant aux samouraïs et aux contes fantastiques du cinéma japonais. Si l'enthousiasme et l'espièglerie de mon invité ne sont pas là pour engendrer la mélancolie, l'un des 3 films au programme dans cet épisode fera justement un lien avec la bande dessinée publiée chez Ankama Éditions, puisqu'il sera également question de neige et de sang. See that girl over there? She says you're ruining her party because you're not smiling. I know this sounds crazy, but she offered me this watch if I could persuade you to smile. Look, isn't it beautiful? I mean, she's a little bitch. You wouldn't piss on her if she was on fire, but I'd really appreciate it. You see, I don't actually have a watch. I told her I'd smile for her as much as she likes, but for some reason she wants you, so maybe we could do a deal, hmm? Bonsoir Rurik. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors ce que j'aime bien dans Bizarroïde, c'est qu'on parle à la fois de réalisateurs qui sont des réalisateurs avec une certaine notoriété, qui sont identifiés par la critique, même par le public. On a eu du Werner Herzog, on a eu du Jean-Luc Godard, on a eu Alain Resnais, plus récemment on a même eu Catherine Bigelow. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce podcast, c'est de parler de réalisateurs et de réalisatrices plus méconnus, qui ont des carrières un peu accidentées, qui ont eu besoin de trouver leur voie, leur chemin de traverse dans l'industrie du cinéma. Et ça tombe bien parce que t'as pris 3 personnalités, 3 réalisateurs et réalisatrices qui ont justement des parcours assez atypiques. Et on va commencer avec un film réalisé par Ben Lewin, La montre, la croix et la manière, qui est sorti en 1992. Quand tu m'as proposé ce titre, je dois t'avouer que je savais pas du tout ce que c'était ce film. Ça ne faisait naître aucune image en moi, vraiment, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc ça a été une découverte complète. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de La montre, la croix et la manière? Déjà, faut savoir qu'à l'époque, je faisais de la radio, j'étais même pas majeur, et le film sortait, et il s'appelait à l'origine Rue Saint-Sulpice, et je me souviens que l'attaché de presse, un jour que j'avais appelé, m'avait dit oui, alors le film a changé de nom, il s'appelle La montre, la croix et la manière. Avec cette espèce de voix, je m'étais dit putain, mais qu'est-ce que c'est que ce nom, quoi. Et je suis tombé amoureux de ce film immédiatement. J'adorais Jeff Goldblum déjà, et je pense que c'est sincèrement l'un des meilleurs rôles qu'il ait eu, parce qu'il a l'air de se marrer, et c'est un film complètement atypique, c'est un film complètement ovni que peu de gens ont vu, avec un casting surréaliste. Pour résumer, c'est adapté d'une nouvelle, je crois, de Marcel Aimé, donc française. C'est tourné à Paris, mais en anglais. Et c'est l'histoire de plusieurs histoires qui s'entrecroisent. L'histoire de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Bob Hoskins qui joue Louis, et qui va rencontrer un type qui sort de prison et qui ressemble un peu à Jésus. Et comme le photographe qui a besoin de faire des photographies un peu iconiques pour les vendre et a besoin d'un modèle, se dit putain, c'est notre Jésus, c'est lui qu'on doit employer pour être notre modèle de Jésus, quoi. C'est un magasin très pieux de photographie pieuse. Puis Jeff Goldblum, le semi-clochard qui sort de prison, se laisse un peu prendre au jeu, puis commence à se prendre un peu pour Jésus lui-même et commence à développer une espèce d'arrogance, de prétention de rockstar, tout en recroisant une femme qu'il a aimée et qu'il a menée en prison, mais une femme qui s'éprend aussi de Bob Hoskins parallèlement. Donc en fait, il y a cette espèce de rivalité entre Jeff Goldblum et Bob Hoskins. L'ignorant, mais en fait finalement l'histoire, on s'en fout, c'est presque une histoire, une espèce de poésie bizarre et
étrange et hyper douce, hyper légère, hyper sensible dans Paris, avec que des personnages complètement étranges. Il y a plus ou moins de rapport avec le titre du film, puisque je me souviens qu'à un moment, Bob Hoskins s'arrête devant un poissonnier et il dit au mec, mais quel genre de poisson c'est? Et le mec lui dit, c'est un très gros poisson. Et il faut savoir que le titre du film en anglais, c'est The Favor, The Watch and the Very Big Fish. C'est complètement difficile de le résumer, c'est comme une espèce de poésie avec des acteurs qui s'amusent énormément. Vraiment, tout le monde a l'air de se fendre la gueule, c'est d'une douceur, d'une sensibilité, avec la musique un petit peu kitschos, mais ça marche bien avec le film, de Vladimir Cosma. Et dedans, on retrouve donc Jeff Goldblum, Bob Hoskins, mais aussi Natasha Richardson, qui était, malheureusement pour elle, elle est morte, c'était la femme de Liam Neeson, mais surtout, c'était une grande actrice qui avait fait énormément de théâtre et de cinéma, de la télévision aussi, qui joue très très bien, qui joue le love interest de Jeff Goldblum, qui au départ, avant d'aller en prison, est un pianiste dans un bar, c'est un pianiste triste, Jeff Goldblum qui est lui-même pianiste pour de vrai, et il joue, il a un visage très triste mais caricatural, on est presque dans le théâtre, et tu vois la gueule de Jeff Goldblum qui essaie de sourire mais avec son regard triste, il est incroyable, il se fend la gueule. D'ailleurs, il dit à propos de La montre à la croix et la manière, à l'époque, il avait dit, écoutez, moi j'ai joué la mouche, j'ai joué le diable, donc c'était dans le film Mr. Frost de mon copain Philippe Sedbon, où Jeff Goldblum est encore l'un de ses meilleurs rôles aussi. Pour moi, il a eu quasiment ses meilleurs rôles en France, à part Cronenberg, c'est ça qui est incroyable. Donc il disait, j'ai joué la mouche, j'ai joué le diable, maintenant je joue Jésus, et il dit, ma carrière est complète. Je me souviens qu'il avait dit ça à l'époque. Et c'est vrai qu'on n'était pas loin de la mouche, donc Jeff Goldblum, c'était quand même un nom, tu vois, voilà. Ouais. Je vais pas t'en parler plus comme ça. On retrouve Jean-Pierre Cassel, Jacques Villeray, Jean-Michel Ribes. C'est charmant, c'est extraordinaire, et personne l'a vu. Et ça, c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Ni à l'époque, ni maintenant, hein. Vraiment, c'est un film qui a pas marché. Pour moi, c'est un ravissement. À chaque fois que je regarde un petit bout, je me laisse happer parce que ils se marrent tous, ils ont l'air d'être heureux, ils ont l'air de rigoler dans un Paris un petit peu carte postale, mais caricatural. C'est-à-dire que c'est pas ridicule. Volontairement, on pousse le côté un petit peu Paris, charmant Paris, tu vois. Je sais pas, c'est un ovni absolument magnifique, produit par un gars qui s'appelle Antoine de Clermont-Tonnerre, qui je crois est d'une grande famille de producteurs, tout ça. C'est la boîte de prod aussi de Philippe de Broca, hein. C'est Philippe de Broc. Il y a Philippe de Broca aussi qui est derrière ça aussi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est aussi un réalisateur très sympathique. Enfin, je sais pas quel est ton rapport à Philippe de Broca, mais il y a aussi ce côté grand enfant. Il y a tout ce charme qu'on aime dans le cinéma français de cette époque-là, on va dire. C'est une signature de plus, je trouve, qui te met dans l'esprit du film. T'as cité plein de noms, t'as cité Jean-Michel Ribes. On se dit oui, il y a un côté aussi théâtre, un peu de l'absurde de l'époque de Jean-Michel Ribes, Roland Topor et compagnie. Cet esprit parisien qui, à mon avis, était déjà là du temps de Marcel Aimé, dans le Paris d'avant-guerre et d'après-guerre en France, et qui, je pense, au début des années 90, était encore assez vivant, assez prolifique dans Paris. Et je pense que le réalisateur, qui est donc un réalisateur anglo-saxon d'origine polonaise, hein, pour dire qu'effectivement, c'est un film assez improbable, parce que t'as cité Jeff Goldblum, t'as cité Bob Hoskins, qui a travaillé... Mario Ross. Voilà, bien sûr, c'est la première incarnation de Mario au cinéma, merveilleux acteur. Et donc, Jeff Goldblum et les autres personnalités venues de différents horizons qui s'inscrivent dans ce film, je pense, ont complètement assumé le côté tradition française, cette espèce de conte comique français à la Marcel Aimé, et le côté, comme tu dis, volontairement artificiel de ce Paris. C'est à la fois tourné dans des décors parisiens, dans des rues parisiennes, et c'est complété aussi par les décors de Carlos Conti, qui était très actif à l'époque. Alors lui, en plus, c'est encore autre chose, parce que donc c'est un décorateur qui vient d'Argentine, si je dis pas de bêtises, donc c'est encore quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'un autre horizon, et qui a beaucoup travaillé en France, qui s'est plu en France, qui est notamment le décorateur des films de Benex dans les années 80, de Diva, de 37 le matin. C'est à lui qu'on doit la représentation du paradis dans Les secrets professionnels du docteur Affleglück de Thierry Lhermitte. Tu trouves cette filiation dans ce film-là? Tu vois, on sent qu'on est à peu près dans la même époque. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, je trouve que La montre, la croix et la manière retrouve un côté un petit peu Paris-village, comme on pouvait imaginer à l'époque de Marcel Aimé. En revanche, le film est censé se passer vraiment au moment où tu vois le film, c'est-à-dire dans les années 90. C'est-à-dire, il y a ce côté, ce décalage entre l'esprit qu'ils essaient de donner, mais sans situer le film dans les années 30 ou 40, tu vois. Et ce qui est drôle aussi, qu'il faut noter, parce qu'on l'a dit, on a dit qu'ils sont dans le film, c'est qu'ils jouent tous en anglais, ces mecs-là, hein. C'est-à-dire Jean-Pierre Cassel, Jean-Michel Ribes et tout, ils jouent en anglais. Donc c'est marrant aussi de les voir parler anglais. Jean-Michel Ribes joue un faux aveugle dans le métro qui parle anglais. Et d'ailleurs, c'est une scène assez culte, puisque Jeff Goldblum, en fait, ressemble un peu à Jésus, et je sais plus pour quelle raison, il met la main sur Jean-Michel Ribes qui joue ce faux aveugle, et donc Jeff Goldblum se dit, non mais c'est moi qui ai des pouvoirs, je suis Jésus, j'ai redonné la vue à ce mec-là. Et c'est à partir de ce moment-là où il a le melon, parce qu'il se prend vraiment pour Jésus, plus ou moins à cause de Jean-Michel Ribes, qui est un escroc. Il demande à Michel Blanc de lui augmenter son salaire, il dit, et pour mes frais de déplacement, je veux de l'argent. Et Michel Blanc
l'accompagnant lui dit mais tu viens à pied? Et l'autre il dit je marche cher. Et ça m'avait beaucoup fait rire quand j'étais petit. I walk expensively. Et le charme qu'il y a dans ce film aussi, c'est comme tu le dis, c'est-à-dire qu'on a parfois un certain pathos, mais volontairement exagéré, avec la tristesse que porte le personnage de Jeff Goldblum, justement quand il est pianiste, quand il a cette mine de chien battu. Il y a parfois une certaine gravité. Il y a aussi des peurs existentielles dans le film qui sont assez présentes. Il faut expliquer que Bob Hoskins va prendre l'identité du personnage de Jean-Pierre Cassel, qui s'appelle Salzman. On imagine que c'est un espèce de personnage du juif super névrosé, hypocondriaque, qui a plus aucune estime de lui, c'est un acteur raté qui est pas demandé, voilà, il est au bout de sa vie. Régulièrement dans le film s'entremêlent des considérations qui sont vraiment très futiles. La problématique principale du personnage de Louis, effectivement, c'est trouver quelqu'un qui ressemble à Jésus, c'est juste une question par rapport à son business. Il y a des quiproquos qui sont très bêtes, des personnages se ratent à une minute près, puis alors, ah mais pourquoi t'es pas venu au rendez-vous? Enfin, des choses qui sont du vaudeville, en fait, qui sont très légère, et en même temps des fois il y a quand même quelque chose d'une vraie profondeur existentielle, on va dire, d'une vraie solitude par rapport à ces personnages. Le personnage de Bob Hoskins qui vit seul avec sa sœur, tu vois, ça pourrait être un personnage absolument pathétique. On a même un personnage, c'est difficile à dire si c'est un suicide ou si c'est une mort accidentelle, mais il y a tout ça dans le film, mais en même temps tout est un petit peu sur le même plan d'une certaine façon, c'est-à-dire que la vie, la mort, l'amour, tout s'entremêle dans une énergie folle, quoi, dans ce côté très enlevé du film. C'est pas tragique, ça reste léger. Non, et c'est ça qui fait le charme du film aussi. Ouais. C'est ce côté prenons tout à la dérision. Il y a un personnage aussi, tu sais, le père ou le grand-père de Sibylle. Grand-père, là, vraiment, t'es un fardeau pour moi. Est-ce que si tu pouvais mourir avant mon anniversaire, s'il te plaît? Et l'autre Ouais. opine du chef en disant, ouais, je vais quand même essayer de mourir, tu vois. Ouais, C'est atroce. Et puis, bon, les personnages peuvent se permettre de dire un truc aussi grave parce que, voilà, une impression très légère en chasse une impression de gravité. C'est une espèce de petit monde, comme tu dis, de Paris-Village Ouais. où les grandes ambitions rencontrent les petites infortunes de la journée. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toute cette espèce de chat de la souris un peu aberrant parce que par un quiproquo, Goldblum pense que Hoskins lui ment et en fait est en train de séduire la femme que Goldblum aimait avant. Mais Hoskins n'est absolument pas conscient de tout ça. Il sait même pas qu'ils se connaissent. Donc il y a une espèce de quiproquo. En fait, il n'y a pas de méchant dans ce film-là. Il y a Non. des appréhensions, mais tout est cool. Et c'est vrai qu'on est dans une espèce de légèreté. Comme si tu avais bu une limonade et que tu fais ah, je suis rafraîchi, quoi. Il y a quelque chose d'humain et de sublime dans ce qu'a réussi un mec qui en plus n'est pas français, quoi. Je le rappelle, Ben Lewin. Donc, Ouais. c'est même assez marrant. C'est presque un hommage, ouais, une espèce de poésie légère et bienveillante française, un peu surannée comme ça. C'est très joli. Ouais, avec le personnage de Bob Hoskins qui en plus a cette espèce de providence, tu vois, du personnage innocent justement à la Ouais, fin c'est du ça. film. Finalement, les choses se terminent très bien pour lui de manière presque un peu accidentelle, c'est-à-dire tout rentre dans l'ordre et la relation amoureuse va enfin pouvoir avoir lieu de manière presque accidentelle parce que justement, il a réussi à se frayer un chemin dans toute cette histoire, dans toutes ces histoires qui s'entremêlent par sa naïveté en fait. C'est un personnage, tu comprends qu'il est profondément bon, c'est un type qui essaie de rester optimiste, qui essaie de rester enthousiaste. Il y a ce côté, le candide, en fait, qui est sauvé par le récit, qui est sauvé par l'œil du réalisateur parce que il plane au-dessus des problématiques des autres, comme il agit toujours avec une bonne volonté, avec une bonne foi et avec l'envie de faire plaisir aux autres. Il y a une rivalité effectivement avec Jeff Goldblum, mais là aussi c'est accidentel, c'est assez dépend, mais en réalité pour lui il s'est fait un pote avec Jeff Goldblum, c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup. Il y a que le personnage de Michel Blanc qui est antipathique, on va dire. C'est le seul Ouais, personnage. c'est un gentil escroc, quoi. C'est Voilà. un salopard, mais c'est pas un méchant méchant. Mais oui, oui, c'est vrai que c'est un peu un con. C'est super marrant. Il y a ce plan génial au début où en fait, je crois que c'est Michel Blanc, je pense, ou Hoskins, qui sont en train de se dire putain merde, on n'a pas de modèle pour jouer Jésus, on a que des faux Jésus, pas bien et tout. Et il y a cette espèce de gravure, de peinture de Jésus qui est à côté de leur vitrine et ils la regardent. Et dans la vitrine, on voit Jeff Goldblum qui sort de prison et qui regarde à l'intérieur du magasin parce qu'il a froid et qu'il a faim. Et il est exactement dans la posture de Jésus qui est juste à côté. Et Goldblum, il est formidable, quoi. Et tu vois l'incarnation vivante. Donc ils vont le chercher dans la rue en disant venez, venez, vous avez faim, vous avez froid, venez, venez, vous êtes notre modèle. Ça, c'est génial. Il y a plein de trucs caricaturaux. On peut penser des fois à un petit côté Woody Allen, tu vois, dans l'exagération. Oui, j'ai dit avec le personnage de Salzman, le côté juif névrosé, mais il y a ce côté-là aussi dans le film, c'est-à-dire que tu pourrais presque Ah oui. le transposer en plein Manhattan, dans une petite communauté, et tu pourrais aussi avoir des personnages qui traînent aussi cette culture à mi-chemin entre l'Amérique et l'Europe, tu vois, ces personnages de juifs new-yorkais. Des mecs comme Woody Allen, ils tournent beaucoup en Europe pour diverses raisons, mais aussi parce que des mecs, tu sais, George Clooney et Jim Jarmusch sont en train de venir habiter en France. Jeff Goldblum aime bien la France. J'aurais pas été surpris que s'il était un petit peu moins attiré par les grosses prods de temps en temps pour repayer son nouveau toit, que Jeff Goldblum fasse aussi partie des gens qui, doucement mais sûrement, se mettent à revenir un peu en Europe parce que le climat dans son pays lui plaît moins.
moins. Comme les New-Yorkais, comme beaucoup de New-Yorkais qui ont un esprit un peu européen, sont plus proches de l'Europe, je trouve, que des États-Unis. Mais c'est vrai qu'en plus, Jeff Goldblum fait partie aussi, d'une certaine façon, de tout l'attirail esthétique du film, de toute la particularité esthétique du film. J'ai dit les décors semi-artificiels de Carlo Conti, de certains accessoires, les plats que cuisine la sœur de Louis aussi, Horrible. improbables, tu sais, les textures improbables, toutes ces couleurs, tout ce qu'il y a dans le film. Ouais. Et Jeff Goldblum, en fait, avec son physique très particulier, il est aussi, d'une certaine façon, aussi graphique que le film lui-même, tu vois. Ouais. Ça apporte vraiment quelque chose de très particulier, la démarche, la gestuelle très particulière de Goldblum, et c'est presque, Ouais. effectivement, on a l'impression qu'il est aussi d'une certaine façon dessiné, que c'est aussi une icône, Ouais, peut-être ouais, pas ça tout à pourrait fait presque. Jésus, mais C'est entre la bande dessinée et presque un conte pour enfants, un tout petit peu plus trash, mais pas tant que ça non plus. J'adore la séquence justement où Jeff Goldblum est ravi parce qu'il est amoureux de cette serveuse Natasha Richardson, il joue du piano et rentre le diable, donc une espèce de mec hyper mince qui joue du violon et qui la séduit. La tête de Jeff Goldblum au fur et à mesure qu'il est outré et qu'il est hors de lui parce qu'il voit que son amour est en train de se faire séduire par le diable, la gueule qui se tape, mais il a même une maîtrise de son visage. Je sais même pas comment il fait. Je me souviens qu'à un moment, il bouge les yeux de gauche à droite, mais vraiment, mais à une vitesse tellement il est hors de lui. Mais je me dis, mais le mec arrive même à bouger ça, quoi. Tu vois, je vois pas qui aurait pu jouer ce gars à la place de Goldblum, quoi. C'est vraiment pas possible. Il a tout ce qu'il faut pour être ce personnage. Et Hoskins aussi, d'ailleurs. Ils sont tous formidables. Non, c'est vraiment à voir et surtout, bon courage pour le voir. En tout cas, par des moyens légaux. il est disponible sur internet, vous le trouverez en version française, donc c'est marrant de revoir les acteurs qui se redoublent par-dessus. On a Michel Blanc qui parle à côté de sa bouche d'une certaine façon. Il n'y a pas eu de sortie DVD, Blu-ray digne de ce nom. Je conseille quand même aux gens de regarder en anglais parce qu'effectivement, c'est marrant pour l'expérience que tu dis. Mais en revanche, voir toutes ces stars françaises parler en anglais, c'est quand même marrant. Et puis, la voix de Hoskins, Goldblum, Richardson, tout ça, ça vaut quelque chose, quoi. Et alors ce réalisateur, pour terminer sur le réalisateur, c'est vrai que c'est assez étrange parce que quand on regarde sa filmographie, c'est quelqu'un qui vient davantage de la télé britannique, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. D'abord la télé britannique, ensuite les États-Unis. Je crois qu'il a même travaillé sur des séries assez connues dans les années 90. Après ça, dont Ali McBeal, je crois. Et puis qui a refait quelques productions, vraiment des petites productions indépendantes aux États-Unis depuis dans les années 2010. Moi, j'avais vu un film qui s'appelait The Sessions avec Helen Hunt, qui est une travailleuse du sexe, on va dire, tu sais, qui a des rapports sexuels avec un handicapé, quelqu'un qui est complètement tétraplégique. Tu vois, c'est vraiment du petit film indé. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit sorti en salle d'ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment aussi là aussi une carrière un peu atypique. Ce réalisateur, alors il s'est plus clairement en France. Je pense qu'il s'est vraiment amusé à faire ce film, mais il a pas vraiment non plus trouvé vraiment sa place là en France. Alors que tu pourrais penser que son style, tu vois, on peut penser aussi, tu vois, à la même époque, au Mari de la coiffeuse de Patrice Lecomte. Arrivera aussi le cinéma de Jean-Pierre Jeunet. Là, on est à l'époque de Délicatessen, mais Jean-Pierre Jeunet va aussi, d'une certaine façon, développer des univers un petit peu comme ça, de petites boîtes joliment décorées, comme dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou dans Micmac attire l'arigot ou d'autres films comme ça. Ouais. Finalement, donc, t'aurais pu penser que Ben Lewin aurait pu trouver sa place dans ce cinéma-là. C'est Je vrai pense que aussi à un autre film, c'était l'adaptation d'un polar de Nadine Monfils, Madame Édouard. T'as Michel Blanc, en fait, qui enquête, c'est un whodunit, avec une galerie de personnages qui sont tous hauts en couleur, un petit peu barrés comme ça, et ça m'a fait penser à ça. c'est vachement bien ce que tu dis par rapport à Caro et Jeunet, parce qu'effectivement, le côté Paris fantasmé, Délicatessen, c'est pas le cas. C'est dans un immeuble, c'est un peu, on ressent encore la patte de Caro qui est quand même vachement dans l'imaginaire, etc. Un peu plus glauque aussi, enfin, les couleurs sont pas les Donc, mêmes. tout à fait, la cité des enfants perdus, pareil, mais dès qu'il est plus là, on voit que Jeunet part dans ce truc-là. Effectivement, la montre, la croix et la manière, c'est avant. Et par contre, c'est beaucoup moins empoulé, c'est pas du tout lourdingue, c'est pas du tout fait pour te prendre par la larme ou pour te prendre par la main, c'est hyper léger comme ça. Et effectivement, c'est presque un prototype, mais un prototype délicat de tout ça. On peut rapprocher ça de Jeunet, sauf que c'est vrai que Jeunet, il pousse les curseurs dans tous les sens, quoi. Que ça soit la musique, que ça soit les couleurs, que ça soit le jeu, que ça soit le scénario. Alors que là, il n'y a rien qui est poussé. Tout est hyper léger et surtout avec beaucoup d'humour et beaucoup de légèreté. Beaucoup plus, je pense, que les films de Jeunet. C'est vrai qu'on peut se demander s'il l'a pas quand même vu. Bah ouais. Ah ouais. Mr. Calhoun, you said that when you ate the man. Do you mind if I ask? You said that afterwards your hunger was different, that you felt wanton. Yes. Did you feel it all physically changed? Stronger? I seem to remember something like that. A certain virility.
Why do you ask? On passe à Vorace, un film de Antonia Bird, sorti en 1999. Alors là encore, un personnage, une personnalité du cinéma assez atypique, Antonia Bird. C'est quelqu'un qui est même, je trouve, hélas, un peu oublié. Bon, qui hélas est morte, elle est pas vieille, c'était en 2013, elle avait à peine 60 ans, et elle a une carrière, hélas, assez succincte. Mais voilà, c'est un personnage très intéressant. J'en profite pour saluer Guillaume Bagnard, qui a enregistré avec moi un épisode de Hollywood's Ball, l'autre podcast, et qui avait fait en 2022 un MOOC, l'Infini Détail, donc son média l'Infini Détail. Il avait fait un MOOC. Ah oui, c'est vrai. Tu l'avais vu J'ai passer. vu passer, bien sûr. C'est suffisamment rare qu'on parle d'Antonia Bird quand même. Donc, Voilà. Donc il avait fait quand même un dossier sur Antonia Bird. Elle est en couverture de ce MOOC. Vorace, ça reste quand même peut-être son film le plus connu. J'ai l'impression quand même, il y a certains spectateurs qui gardent quand même le traumatisme de ce film, qui situent quand même ce film-là, même s'ils l'ont pas forcément directement en mémoire. Quand tu prononces le titre de ce film, ça éveille parfois une lumière dans leur tête. Est-ce que tu peux faire un résumé justement de Vorace? bah, écoute, en fait, c'est un peu touchy de résumer ce film-là pour la bonne et simple raison qu'il est dur à résumer. Pour plein de raisons, c'est parce que notamment il change de visage en cours de film et que même le film, lorsqu'il est sorti, les affiches, elles étaient toutes pourries, ils n'arrivaient pas à le vendre. Et tu sais, j'ai rencontré Robert Carlyle à l'époque où il faisait 28 semaines plus tard et on parlait de ce film-là et je me souviens qu'il était très touché parce que c'était son ami Antonia Bird. Il avait fait un film avec elle, au moins un film, et il aimait beaucoup cette femme-là, il aimait beaucoup ce film-là, et il m'a dit ouais, mais vous savez, c'était vachement dur de vendre ce film, parce que c'est quoi? C'est un film d'horreur? Oui. C'est un western? Oui. C'est une comédie? Oui aussi. C'est un film d'action? Oui. Et en fait, il disait, les gens n'ont pas su le vendre. Il avait raison, c'est un film qui est très dur à résumer, très dur à vendre, parce que effectivement, il a plein de visages, et parce qu'en plus, si tu en résumes trop l'histoire, tu vas spoiler un truc qu'il faut absolument pas savoir, et ce qui est, à mon sens, du coup, ça en devient très dur de parler de film. Pour résumer le truc, on va dire qu'il y a un fort qui s'appelle Fort Spencer, qui est dans les montagnes, dans la neige. Je sais pas où on est, à quel moment on est. En fait, on est en milieu 19e, on est avant la guerre de sécession, en fait. On est entre la ruée vers l'or et la guerre de sécession. Et en fait, les soldats un peu atypiques, les soldats misfits, ces soldats un peu freaks, ces soldats dont on sait pas quoi faire, quand ils emmerdent un peu l'armée, on les balance dans ce fort qui est un peu le fort, un peu comme quand on met les gens derrière le périph' à Paris quand on veut pas les voir, quoi. C'est un peu pareil. On s'en débarrasse. Et donc, c'est un fort avec que des freaks, que des gens un peu chelous. Il y en a un, c'est David Arquette, qui arrête pas de fumer le calumet de la paix avec les Indiens qui sont là, les natifs américains. Bref, que des gens chelous. Et le héros, c'est Guy Pearce. Et Guy Pearce, lui, en fait, il est célébré au début du film parce que c'est un héros. Il a pris le commandement d'une petite base ennemie tout seul. Et puis finalement, comme il arrive pas, il est dégoûté de la viande alors qu'ils sont en train de faire la fête. Le général qui l'a porté au nu est en train de dire, en fait, vous êtes pas un héros, vous êtes un loser. Allez, dégagez dans ce fort de merde. Donc il arrive dans ce fort, vraiment le fort des gens qu'on veut pas voir. Et il se passe pas grand chose. Donc je rappelle qu'il est isolé, il y a de la neige partout. Et une nuit, là c'est marrant, on se rapproche encore de Jeff Goldblum. Une nuit, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte. Alors que les mecs sont au milieu de la montagne, donc personne n'est là. Et il tombe sur un type qui est complètement amaigri, qui a une barbe de 200 km et qui est clairement épuisé. Il le récupère, il le nourrisse, il le nettoie. Et d'ailleurs, il est dans une espèce de baignoire, il est complètement christique, encore une fois comme Jeff Goldblum. Et ce mec, c'est Robert Carlyle. Et c'est lui-même qui, dans le commentaire audio, disait ça. Regardez, c'est la position du Christ avec la barbe et tout. Et ils font rentrer ce mec. Et au bout d'un moment, quand ils le requinquent, ils disent, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Comment t'es arrivé jusque-là? Et le mec commence à raconter son histoire. Il dit, écoutez, moi, j'avais la tuberculose. Et j'étais parti avec une espèce de convoi comme ça à travers la forêt, à travers les routes pour aller dans un sanatorium, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mec, un espèce de colonel qui dirigeait ce convoi et qui tenait absolument à ce qu'on prenne un raccourci. Et il s'est mis à pleuvoir, le raccourci est devenu un enfer et on a été bloqué parce qu'il pleuvait à torrent dans une grotte pendant des jours, pendant des semaines. Et on en est venu à manquer de nourriture. Donc on a fini par manger les chaussures, les semelles, les ceintures, tous les trucs en cuir, puis on a mangé les chevaux. Et là, il dit, un jour, je suis revenu et il était en train de manger l'une des personnes du convoi. Et j'ai eu très peur et j'ai fini par fuir. Et il reste maintenant ce mec et Madame Machin qui est avec lui. Et par lâcheté, je suis arrivé jusqu'à vous, j'ai fui. Donc forcément, ces espèces de soldats qui sont vraiment abandonnés trouvent l'occasion d'être héroïques. Et ben, vous allez
nous montrer la grotte, on va aller sauver Madame Machin des griffes de cet horrible personnage, cet horrible colonel. Donc ils emmènent Robert Carlyle, qui les mène jusqu'à la grotte, sauf que c'est peut-être pas exactement la vérité qu'il a racontée. Voilà, on va s'arrêter là parce que faut quand même laisser les spectateurs découvrir un peu les rebondissements du film. Ah oui. Mais t'as quand même lâché l'argument principal du film, la thématique principale du film, qui est quand même le cannibalisme, hein, puisque c'est une Absolument. histoire de cannibalisme. C'est d'abord bien évidemment ça qui est, à mon avis, a été difficile à vendre autour de ce film. Ça reste un tabou civilisationnel et je pense que c'est quand même encore quelque chose qui est difficile à voir, qui continue à nous perturber hein, dans le cinéma, surtout quand tu regardes un film qui va pas être directement un film d'horreur où tu vas à la limite pouvoir retourner ta peur contre le film d'une certaine façon, commencer à te marrer et prendre d'une certaine façon un certain plaisir sadique à ce que tu regardes. Là, le film, il est beaucoup plus étrange sur sa forme, comme tu l'as dit, parce que c'est un western, hein, c'est clairement un décor de western. Donc effectivement, on commence en nous présentant le personnage de Guy Pearce, qui a donc fait un acte héroïque un peu malgré lui. En fait, il a fait croire qu'il était mort, il s'est caché dans un tas de cadavres, et ça lui a permis d'entrer dans un poste de commandement mexicain. C'est pendant les guerres américano-mexicaines, au moment où les Américains commencent à s'installer sur le territoire. Là, on est dans un décor qui est encore le décor classique du western, le décor ensoleillé, on va dire, américain. Et là, on va tomber dans une espèce de western en dépression, d'une certaine façon, avec cette neige, avec cet hiver qui tombe. Et pourtant, on est en Californie. Je crois qu'à un moment, ils disent on est pas très loin de la Sierra Nevada, et t'es sidéré de te dire ah ouais, mais il peut vraiment y avoir des hivers rigoureux comme ça. En même temps, c'est vrai, ils sont un petit peu en altitude. Le film est tourné en Europe de l'Est, je sais plus où exactement, mais ils l'ont tourné. Ouais, mais ils sont quand même censés être finalement aux portes de la Californie, donc dans un décor que t'as l'habitude de voir beaucoup plus aride et beaucoup plus solaire. Et donc c'est comme si t'étais dans un western en dépression, dans un western où les figures héroïques, les figures viriles, il y a aussi quelque chose autour de reconquérir une certaine virilité, une certaine vitalité chez ces personnages, avec l'idée du cannibalisme, avec l'idée de manger de la chair humaine. Et c'est un peu ça, en fait, ils tombent au plus bas et t'as vraiment l'impression d'être dans une espèce de western en crise, en fait, en crise existentielle et en crise des valeurs. C'est un western malade. Les personnages te donnent un peu l'impression, alors moi, à l'heure où j'enregistre, vous l'entendez à ma voix, je suis pas très vaillant, je sors d'une maladie, mais je trouve que j'ai été dans une bonne condition pour le film parce qu'il y a un côté un peu malade. Les personnages sont souvent amoindris par des blessures tout au long du film. Il y a un côté, tu vois, convalescence presque du film, d'une certaine façon. Guy Pearce, il fait rachitique pendant tout le film. Il fait tousser, il arrête pas de tousser, il est complètement déglingos. Guy Pearce, pour un héros de film, il est particulièrement faiblard. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est qu'il refuse d'aller mieux parce que aller mieux, ça veut dire tomber vraiment dans un travers qu'il veut pas retrouver, quoi. Enfin, exactement. C'est ça qui est assez étrange dans l'ambiance de ce film, dans cette humeur comme ça, dépressif et maladive en fait du film. Donc déjà, c'est une forme très particulière et c'est une ambiance très particulière, ce western enneigé, qui est d'une certaine façon aussi beaucoup plus palpable, beaucoup plus crédible que plein de représentations qu'on a eues de l'Ouest américain. Cela dit justement le fait qu'ils aient pas forcément bonne mine, le fait qu'il y ait cette nature qui est assez hostile autour d'eux, qui est de l'ennui aussi, tu vois, on a vraiment l'impression qu'on se fait chier dans ce fort. ou le fait que quand il y a Carlyle qui arrive, ils se disent putain, enfin quelque chose à faire, enfin exactement. Il faut qu'on fasse un truc parce qu'on fait rien, clairement, on s'emmerde. Mais tu sais, Anthony Hubbard et Robert Carlyle sont des Anglais et c'est vrai que le film est aussi une grande critique du côté expansionniste américain et donc du côté cannibale américain, c'est-à-dire que complètement. À ce côté on mange et d'ailleurs ils arrêtent pas de citer à un moment il y a Robert Carlyle qui cite Benjamin Franklin, il dit eat to live, don't live to eat, manger pour vivre mais ne vivez pas pour manger. Et je me souviens qu'à un moment Robert Carlyle, il a une espèce de tête de salopard et derrière lui flotte un drapeau américain. Enfin tu sens que tout ça est pensé par ces deux Anglais qui quand même ont envie de parler quand même du côté méga burné des États-Unis, quoi. Ouais. Genre, on arrive, on mange tout sur notre passage. Leur appétit, le côté carnassier des États-Unis, ouais. Carnassier. Et Guy Pearce incarne le mec qui dit bah oui, si je mangeais tout le monde, j'irais mieux, mais est-ce que j'ai envie de manger tout le monde? Est-ce que c'est juste? Et du coup, il y a cette incroyable séquence d'explication entre Carlyle et Guy Pearce dans le noir où Carlyle lui dit essaie de le pousser en disant le cannibalisme, c'est super cool. Et l'autre, il dit non, non, jamais. Et il dit mais pourquoi tu veux pas? Et Guy Pearce, il dit because it's wrong, parce que c'est mauvais. Et je me souviens que Carlyle lui répond ah, la moralité, c'est le dernier bastion des lâches. Et tu vois, quelque part, t'as le mec moral qui dit bien sûr que ça irait mieux en faisant ça. Bien sûr que je serais mieux, je serais plus riche, plus fort, plus machin. Mais c'est injuste. Et de l'autre côté, t'as le mec qui dit moi, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je peux faire pour aller mieux, pour grandir, pour grossir, pour être plus fort, je le fais. C'est vraiment l'opposition des deux trucs. C'est très intéressant. Alors, il y a un autre personnage que t'as pas cité dans le film qui est Jeffrey Jones. L'acteur Jeffrey Jones qu'on voyait beaucoup dans les années 80-90, notamment chez Tim Burton. Depuis, en fait, c'est un acteur qui est cancel. Sa carrière s'est arrêtée brusquement, je crois, il y a une quinzaine d'années, suite à une affaire judiciaire, à des actes de pédocriminalité. C'est assez ironique de le voir comme ça dans ce film. Et au moment où il parle de ses penchants cannibales
Carlyle, de ce qu'il a découvert sur lui-même suite à sa consommation de chair humaine et comment ça le travaille, comment ça travaille sa conscience et comment il a des remords à cause de ça. Voilà, c'est un personnage qui est balancé entre la vision de Robert Carlyle et celle de Guy Pearce. Voilà, il sait pas vraiment s'il doit complètement succomber à ses pulsions cannibales ou s'il doit les réfréner. T'as l'impression que Jeffrey Jones, d'une manière détournée, parle de ses pulsions pédophiles en fait. C'est la vision qu'on a rétroactivement du film aujourd'hui quand on sait que c'est un pédocriminel. C'est assez étrange dans le film, t'as l'impression que quand il parle de ses tourments et de ses remords, il parle d'un autre tabou civilisationnel qui est la pédophilie en fait. Voilà, mais bon, les spectateurs des années 90, au moment de la sortie de Vorace, qui étaient pas au courant des penchants malsains de Jeffrey Jones, forcément n'avaient pas cette vision de la scène, quoi. Mais ça rajoute un truc en fait quand on connaît l'affaire Jeffrey Jones. Bien sûr, il y a un autre mec incroyable qui a un rôle assez court et pour cause, c'est Neil McDonough. J'oublie toujours son nom, c'est celui qui joue le soldat en fait, le soldat d'élite, qui est un mec qu'on a vu dans Hitcher 2, qu'on a vu dans des films improbables, qui est dans une série en ce moment. C'est un Irlandais qui a des yeux très forts, qui est un acteur extraordinaire, qui est sous-employé parce qu'on le voit très peu. Dans le film, il est incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un soldat d'élite hyper impliqué par sa soldatitude, mais qui doit être tellement chelou pour l'armée que même dans toute sa force et sa volonté d'être un soldat génial, on l'a quand même foutu dans ce camp-là en disant non mais t'es trop volontaire toi, dégage. Donc le mec, je sais pas si tu te souviens, c'est le gars qui le matin va dans les rivières à moins 15 degrés, torse nu pour supporter le froid. Il est comme ça. Et ça va être quand même, parce qu'on parle beaucoup de courage dans ce film-là, ça va être le mec qui va à un moment descendre dans la grotte, parce qu'il y a un trou dans le sol. Quand ils arrivent dans cette fameuse grotte supposément du colonel Ives, il y a un trou dans le sol. Et en fait, on comprend que la suite de la grotte et peut-être les méchants sont dans le trou. Et le mec descend les jambes les premières, quoi. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, bien sûr. Et moi, je me souviens que Guy Pearce, il fait non, non, non. Et genre, Neil McDonough se fout de sa gueule en disant, mais après toi. Et comme il ne le fait pas, il le fait. Mais le mec a tellement pas peur qu'il descend vraiment en étant complètement à nu parce qu'il a aucun moyen de se défendre. T'as un espèce de mec hyper courageux, hyper puissant et qui malheureusement va disparaître comme ça. Ça lui sert pas plus que ça finalement d'être courageux. Le film ne vante pas cette espèce de surpuissance, mais le film est plus sur la morale que sur la force que tu peux acquérir en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on voit pas trop ce que ce personnage-là, quel dialogue aurait pu s'installer entre lui et Carlyle. Il a pas la même vertu dialectique, ce personnage-là. Il est dans sa façon de fonctionner. Et hélas pour lui, il est évacué du récit un moment. Mais je tiens à dire quand même que la scène de la grotte dont on parle, qui est la scène pivot du film. Après, il y a un détail du film qu'il faut absolument aborder. C'est une scène qui a lieu en pleine journée. Donc déjà, on n'est pas dans le noir, qui est quand même genre le truc supposément facilitant la peur. Et moi, je me suis littéralement liquéfié en regardant cette séquence à l'époque. Mais c'est pas une façon de parler, c'est que j'étais terrorisé. On m'avait dit, ouais, Vorace, tu vas voir, c'est mortel, Vorace, c'est mortel, Vorace, c'est mortel. Je l'avais regardé à l'époque sur un tout petit ordinateur, en pleine journée, posé sur un tabouret chez moi, et j'étais tétanisé par cette séquence de la grotte, parce que déjà, Carlyle, quand on l'approche de la grotte, il se met à paniquer tout seul, comme si il était conscient de ce qu'il y a dans la grotte. Donc du coup, il transmet cette peur au spectateur. C'est vraiment hallucinant, cette séquence de la grotte, le twist qui va s'y passer. Et surtout, il y a quelque chose qu'il faut absolument aborder dans ce film, qui est pour moi absolument essentiel, c'est la musique du film. C'est-à-dire que dedans, ces deux mecs, qui apparemment, il n'y a pas eu trop de collaboration, ça n'a pas trop collé, mais peu importe. C'est Michael Nyman, qui est quand même le mec de Peter Greenaway, le mec qui a fait la musique de la leçon de piano, et Damon Albarn de Blur et de Gorillaz. Cette musique, c'est l'une des plus belles BO que j'ai entendues de ma vie. Je trouve ça surréaliste et fantastique ce qu'ils ont fait, notamment parce que j'avais regardé le commentaire audio où Damon Albarn expliquait que justement, au moment de la grotte, il y a une espèce de ritournelle complètement abstraite, mais qui participe à la peur, où ça fait et ça tourne en boucle comme ça. Et en fait, il disait qu'il s'était inspiré de la respiration de Robert Carlyle pour trouver un truc qui était un peu dans le même rythme. Il y a cette ritournelle qui est pas terrifiante en soi, mais qui le devient. Et je trouve que c'est l'une des pires scènes de cauchemar que j'ai vues au cinéma. C'est cette putain de scène de la grotte. Entre ce qui se passe dehors, où tu vois Carlyle commence à paniquer, et justement Neil McDonough et Guy Pearce qui sont à l'intérieur, que vont-ils trouver? Putain, mais je te jure, mais j'ai rarement vu ça dans un film. Quand tu dis, à mon avis, il n'y a pas eu trop de collaboration entre les deux, ça s'entend quand même au résultat final. C'est-à-dire que t'as parfois l'impression que c'est deux compositeurs qui tirent chacun de leur côté. Et je me demande si c'est pas ça qui fait l'intérêt aussi de la bande-son. Je me demande même s'il n'y a pas un moment où elles se superposent pas, leur bande originale. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus classique de la part de Michael Nyman. Tu vois, genre des cordes. Et par-dessus vient une espèce de boîte à musique, mais désaccordée, un truc comme ça. C'est presque cacophonique à certains moments. Mais ça rajoute
rajoute, comme tu dis, à l'impression de cauchemar, à l'impression de quelque chose qui déraille complètement. En fait, ces personnages-là, t'as l'impression qu'en fait, ils ont basculé en enfer d'une certaine façon. Et la musique annonce ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus vraiment dans le monde réel. Alors, c'est pas un film fantastique, hein, mais il y a certaines impressions du film qui te rappellent la folk horror, qui te rappellent des contes fantastiques qui se situent dans une Amérique un peu primitive du 19e siècle. Et ça passe aussi par la musique. Il y a un moment, t'entends là d'un coup, c'est très dissonant, c'est presque cacophonique, et c'est presque ça qui t'annonce le passage. On passe dans une espèce d'autre dimension. La musique de Damon Albarn, d'une certaine façon, elle rentre bien dans le film parce que je crois qu'il a veillé à avoir des instruments qui auraient pu être joués à cette époque-là. Il utilise pas trop d'électro, de choses comme ça. Mais en même temps, tu te dis, oui, mais ça ne te fait absolument pas penser à un western classique du 19e siècle. Il y a quand même quelque chose d'un peu trip-hop, des sonorités qui te paraissent très modernes, post-modernes même presque, tu vois ce que je veux dire, très expérimentales. Mais déjà, Michael Nyman lui-même, la musique qu'il fait pour les films de Peter Greenaway, genre Meurtre dans un jardin anglais, c'est déjà très habité, très étrange. Et l'association des deux, tu voyais bien qu'Antonia Bird, elle voulait absolument pas avoir un truc classique. Moi, il m'arrive d'écouter souvent, tu sais, sur Radio France, il y a une Radio France musique de film, et des fois, j'entends des trucs, je me dis, mais putain, c'est d'une platitude. Alors, c'est jamais Morricone. Morricone, c'est toujours étrange, mais pour ce qui est d'Albarn et Nyman, c'est vraiment absolument jamais convenu. Ne serait-ce que le générique de début, avec une espèce de rythme comme ça, comme une espèce de musique, tu vois, de Cajun ou de trucs. Ouais. Ce qui est absolument génial, c'est que ça me rappelle un peu la musique de Cannibal Holocaust, qui elle-même a été très très étrange au début. C'est quand même un des films les plus poisseux que j'ai vu de ma vie. Et le film commence, t'as l'impression que c'est une espèce de chanson d'amour italienne mélancolique. Attends, je me suis trompé de film, c'est pas possible. Ouais. Et je me demande si dans quelle mesure ils se sont dit Cannibal Holocaust, un film de cannibale, est-ce qu'on peut pas retrouver un peu ce parent. Je trouve que la musique de Vorace, c'est l'une des plus grandes musiques de film que j'ai entendues de ma vie. Et vraiment, c'est inventif. T'as des chants d'indiens, parce que les Indiens ont une place très importante dans le film, puisque justement, ils parlent de Wendigo, ils parlent du démon qui mange et qui peut plus s'arrêter de manger. Une Indienne raconte ça à un moment. On peut remplacer Wendigo par les États-Unis dans le film, hein, c'est-à-dire ça mange. Et d'ailleurs, encore plus maintenant, puisqu'apparemment, le Groenland appartient aux États-Unis maintenant. Mais surtout, si les gens regardent ce film, je leur ordonne de ne pas lire un résumé sur Internet, de ne pas regarder la bande-annonce, de ne pas regarder un résumé derrière un DVD ou un Blu-ray, surtout pas, rien, et d'éviter de regarder le maximum de photos du film. Parce qu'il y a des choses, tu passes à côté de quelque chose si tu le sais avant. Vraiment. Ouais. Mais t'as parlé du début du film avec cette musique. Tu vois, il y a un ticket d'entrée là. Antonia Bird, elle vous dit attention, là on est sur un film qui est quand même très particulier. Vous attendez pas, comme je le disais, un western avec une espèce de classicisme. Là, vous rentrez dans quelque chose de brutal. Il y a ce montage, il y a cette musique. Tu sais même la façon dont t'as Guy Pearce qui vomit et t'as le titre qui surgit à l'écran comme ça. Et tu te dis mais attends, mais ça va être vraiment un film qui se passe au 19e siècle. Tu t'attends peut-être pas un truc contemplatif, mais tu sais avec une certaine lenteur et tout. Et là c'est paf, c'est in your face quoi. Vraiment la séquence au début du film, elle est très brutale et elle est très provocatrice en fait. Et elle te dit voilà, là vous allez passer par quelque chose, ça va vous travailler au niveau de l'estomac et ça va vous travailler à différents. Et je tiens à souligner aussi que Robert Carlyle, qui est un mec aussi à la carrière très étrange, est l'un des acteurs les plus fascinants qui soit. Et c'est comme Neil McDonough, je me dis mais que devient ce mec aussi quoi. Dans ce film, il a une finesse et une palette de jeux dans Vorace qui est hallucinante. Les séquences où il fait des discours presque en plan séquence, où la caméra le suit comme ça, il est mais d'une brillance dans l'utilisation des mots, dans les intonations. Oh là, mais quel acteur! Et pareil, Robert Carlyle sous-employé. Je suis en peine de te dire le dernier truc dans lequel je l'ai vu. Il y a ce côté effectivement assez inquiétant, assez psychotique chez Carlyle, qui la même année d'ailleurs, je crois, jouait un méchant dans James Bond d'ailleurs. À ce moment-là, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un peu trop facile d'en faire un méchant de James Bond parce qu'il a quelque chose de plus fragile, il a quelque chose de plus vulnérable et d'une certaine façon quelque chose qui va davantage susciter ta sympathie. Au début, ce qu'incarne Carlyle, tu peux vraiment le voir comme une menace, tu peux le voir comme quelque chose que tu vas placer comme un antagoniste. Et puis, bon, d'abord, c'est un acteur qui est plutôt petit, plutôt chétif, qui a un visage certes expressif, certes un peu tourmenté, mais pas si disgracieux que ça. D'abord, finalement, il peut avoir un certain charme, Carlyle, complètement. Tu vois, il peut avoir ce charme anglais très délicat, tu vois. C'est ce qui est intéressant chez Carlyle, c'est quand d'un personnage inquiétant, d'un personnage d'ordure, un personnage de criminel ou d'un personnage de fou, tu bascules vers quelque chose qui finalement va davantage travailler ton empathie, va davantage travailler la nuance. Tu sais, tu dis qu'il est cool et tout, et il est petit, il est chétif. Quand je l'ai rencontré pour 28 semaines plus tard, il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et la première question que la personne pose, c'est parce que dans 28 semaines, au départ, il joue un zombie dans le film, en gros, un infecté, quoi. Et quelqu'un lui dit, on a coutume de dire que c'est pas très dur de jouer des zombies. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de truc? Première question. Et Robert Carlyle, il dit, ma réponse, c'est allez vous faire foutre. Question suivante.
comme ça. Tiens, il est là avec ses 40 000 chaînes en argent sur le truc, une espèce de truc genre, cette question c'est de la merde, cette réflexion c'est de la merde. Et je me suis dit, oula, ah ouais, donc on rigole pas avec Robert quand même. Ouais. Très calme, mais alors putain, une espèce de force. Et dans Vorace, tu le vois très bien, parce qu'il est tout chétif, mais il y a des moments où dans le film où il fait flipper. Comme tu dis, oui, c'est vrai, James Bond, c'est de la bande dessinée, mais Robert Carlyle, il a une palette qui est absolument extraordinaire. Il y a une séquence qu'on peut quand même dire, c'est que quand ils décident tous avec Jeffrey Jones de partir justement vers cette grotte et qu'ils dorment dans des tentes, hein, et il y a un moment, il y a un mec qui se réveille en pleine nuit, qui fait putain, qu'est-ce qu'il fait et tout, et il dit, je me suis réveillé et Robert Carlyle était en train de lécher ma blessure. Et tout le monde frappe sur Carlyle en disant, qu'est-ce qui t'arrive? Et Carlyle, il dit, j'ai pas pu m'empêcher, je sais pas quoi. Et là, il joue le mec perdu, dépassé par ses pulsions, et tu y crois à 100%, à tel point que dans le film, je trouve que t'arrives jamais à savoir s'il se fout de la gueule du monde ou si c'est quand même un mec qui se contrôle pas. Il y a toujours cette ambiguïté tellement il est crédible à chaque fois. Ouais, tu sais pas si tu peux le racheter, tu sais pas si tu peux l'excuser d'une certaine façon par rapport à un drame qu'il aurait vécu et si effectivement il est dépassé par ses pulsions. Tu te demandes si c'est vraiment une sorte de génie du mal, si c'est vraiment une sorte de mal absolu qui s'incarne d'un coup dans la dimension des humains, tu vois. J'en reviens au côté le Wendigo, le côté un peu fantastique, un peu méta-fantastique du film et tu te demandes si justement voilà, ce type-là il est contaminé par une forme de mal. Ça y est, on peut plus rien attendre de lui, faut le détruire. On divulgue pas la fin, mais Non, c'est presque un film de contamination en fait. Tu vois, je rapprocherais presque la dernière partie du film avec The Thing d'une certaine façon de Carpenter. Ah ouais. C'est comme s'il fallait c'est exactement pareil. Sans en dire trop, c'est voilà. vrai. Et tu sais, c'est comme s'il fallait mettre fin au virus. Le virus qui n'est pas un virus humain. Et dans la neige aussi, hein. C'est dans la neige, c'est isolé, c'est une base isolée dans la neige. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que Robert Carlyle, il ne faut plus le voir comme un humain, comme une autre facette de l'humanité à laquelle se confronte Guy Pearce. Il y a aussi le côté, c'est un démon. C'est le Wendigo d'une certaine façon. On peut adhérer à cette interprétation que font les Amérindiens du film. Il faut mettre fin à la contamination du cannibalisme. Il faut pas que ce démon quitte le fort. Quand on est à l'extérieur de la grotte et qu'ils sont dedans, Neil McDonough et machin, et que lui, il est à l'extérieur, tu te souviens, ce moment inexplicable, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas vraiment compris ce qui se passait. Quand il commence à devenir fou, Carlyle, et qu'il fait des gestes inconsidérés, personne comprend. Et il y a un Indien qui est là. Il y a un Indien qui le regarde, qui finit par lui jeter son tomahawk dessus, parce que dans ce film, les Indiens comprennent bien mieux que les Américains colons, on va dire. Et c'est vrai que cette séquence-là, moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer un rôle, il est là pour faire flipper le monde, il est vraiment en train de devenir quelque chose d'autre, et on te donne jamais vraiment l'explication. C'est ça qui est génial. Ouais, c'était un film Fox quand même. C'était quand même distribué par la Fox. Foirage total, mais ils ont réussi à mettre dans les mains de la Fox un truc pareil. Putain, sans déconner, j'en veux tous les jours des films comme ça, quoi. C'est incroyable. Et l'œuvre d'Antonia Bird, qui est quand même une femme, je le rappelle, c'est pas la seule femme à avoir fait des incontournables du fantastique. Il y a notamment Marie Lambert qui a fait Cimetière. Puis il est aux frontières de l'aube, Catherine Bigelow. Moi, je suis très content pour Madame Bird, qui nous a quittés trop tôt, mais qui nous a fait le plaisir de nous donner ce cadeau. Voilà, merci Madame Bird. Madame. Hello. Pardon. I was lost in thoughts. Non, I'm leaving. Then may I suggest that one go straight home? For somewhere out there is the neckbreaker. On termine avec le film le plus récent parmi les 3 films que tu as choisi, Rurik. Et le meilleur, peut-être, on va le voir. Bon, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Donc, il s'agit de Verotica, un film de 2019, réalisé par Glenn Danzig. Glenn Danzig, leader du groupe Les Misfits. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis un très grand fan de Glenn Danzig. Il a été leader des Misfits quand le groupe a fait des albums studio, puis ensuite, pendant très longtemps, il a eu sa carrière solo. Il est revenu dans les Misfits, mais pour faire des concerts, on va dire, nostalgiques. Ce ne sont pas des nouveaux morceaux, quoi. Danzig, il est surtout devenu très connu en tant que Danzig, avec son groupe Danzig et son tube Mother, qui est son plus gros tube. Et Danzig, c'est celui qui fait la chanson de générique de début des 3 Very Bad Trip. Là, on a affaire à un film à sketch. Écoute, je te laisse essayer de voir comment tu peux résumer donc les différents sketchs du film. Essayer de nous présenter un peu le projet du film, parce que c'est quand même un objet très particulier, Verotica. Alors, je me souviens absolument pas de tous les sketchs du film, je t'avoue, de l'histoire. C'est un film, écoute, je crois que j'ai quasiment jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que Danzig, c'est un mec qui a énormément de talent. Il a fait des disques extraordinaires, notamment des disques produits par Rick Rubin. Rick Rubin, qui était le producteur de tous les derniers albums de Johnny Cash, où il reprend Depeche Mode, Nine Inch Nails, tout ça, qui a aussi bossé avec Black Sabbath, machin. Danzig, il a fait des morceaux incroyables. C'est une personnalité très étrange. C'est un mec assez petit, très costaud, qui a toujours cette imagerie de sataniste, ce qu'il n'est pas, mais de sataniste de bande dessinée. Il a pris d'ailleurs pour son logo lui-même, Danzig, une espèce de tête
têtes de bouc, de morts, de squelettes, de têtes de bouc qu'il a volé sur un vieux comics. C'est un fan de comics. Il a sa propre boîte d'édition, on va comprendre tout à l'heure, qui s'appelle Vérotique. Et même les Misfits, d'ailleurs, le logo des Misfits a été piqué sur The Crimson Ghost, qui était un vieux serial des années 30-40, tout ça. Donc il est très très fan de culture bis et d'actrices porno aussi. On va le voir aussi. Il a réussi à mettre tout ça dans Vérotica, c'est-à-dire les comics, la musique, les actrices porno, il y a à peu près tout. Mais la question qu'on peut se poser, c'est a-t-il pris le meilleur côté de toutes ces choses-là? Ça, c'est la vraie question qu'on peut demander à Glenn. Alors, Glenn Danzig, donc il a une boîte de comics qui s'appelle Vérotique et il a une série qui s'appelle Vérotica. Et toutes les histoires, si je ne m'abuse, en tout cas la majeure partie, sont tirées d'histoires qui sont scénarisées par lui et dessinées par d'autres dans sa boîte de comics. Il y a par exemple The Albino Spider of Dajet qui se passe chez des Français. People that speak with a French accent like this. Hein. Alors, si possible, dans le film, sont des gens qui parlent anglais avec un accent français, mais avec aussi un accent d'Europe de l'Est, si c'est possible, pour être un peu plus Z. Il y a cette histoire-là. Alors ça, c'est une très belle histoire d'une femme qui couche avec un homme. Elle veut absolument pas montrer ses seins volumineux. Et finalement, il enlève le haut et il se rend compte qu'elle a des yeux au bout des seins. Le mec est dégoûté, le mec part. Donc les yeux pleurent. Ça, pour le coup, l'histoire, moi, je trouve que c'est assez joli. Les yeux se mettent à pleurer et les larmes tombent sur une araignée qui prend la forme d'une espèce de créature à 8 bras et qui va aller réaliser les souhaits de Dajet et notamment aller tuer les gens que Dajet déteste. Alors c'est assez joli, sauf que Danzig, il est vraiment étrange. C'est un mec qui a un caractère assez compliqué. Il veut faire ce qu'il veut faire. Danzig, quand il veut faire un truc, il fait ce qu'il a dit. C'est pas un homme de compromis. Et en fait, dans ce film, il est scénariste, réalisateur, il est aussi l'un des 2 chefs opérateurs du film. Il a fait la musique et le film est un objet, c'est de l'ordre du jamais vu. Hein. On a l'impression que quelque part, les gens se sont dit, on va produire un film de Danzig, peut-être que ça peut être notre nouveau Rob Zombie, mais sauf que c'est vraiment du Rob Zombie, version direct ou DVD, film de boule, petit budget, Hollywood Night, M6. Il y a une autre séquence qui est un hommage aux yeux sans visage. Et j'ai noté tout à l'heure, elle passe devant un cinéma et qui passe donc les yeux sans visage, mais alors lui, il l'appelle les nus sans visage. Et les nus, N-U-E, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui a corrigé le français du truc. Hein. Il y a un sketch qui est un hommage à la comtesse Bathory, donc il se nourrissait du sang des vierges pour rester jeune, etc. Moi, j'adore Danzig, j'aime vraiment ce mec, il est vraiment intéressant. Mais c'est incroyable à quel point les gens jouent mal, à quel point les plans sont aberrants, à quel point de temps en temps, tu as envie de dire à Glenn, il faut couper là, c'est un peu long. Il y a des effets spéciaux qui sont vraiment au-delà du bâclé. Il y a une séquence de VFX quand l'araignée justement se fait imprégner des larmes de Dajet. Il y a vraiment un plan sur une araignée vraiment mal faite, sur un fond de couleur, mais uni, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans le décor du film. Il n'y a même pas de décor au fond du plan. Et ce qui est très marrant avec Danzig, c'est que ça pourrait être un hommage à tout le cinéma bis qu'il aime, les cinémas érotiques qu'il aime, et pourquoi pas, tu vois. Mais il y a chez lui, chez Danzig, un premier degré incroyable. Il n'y a pas de recul. Non. Et c'est ça qui est génial. Danzig, c'est un mec brillant, mais il a fait un film, et un deuxième aussi, après, qui est vraiment de l'ordre du surréalisme. Moi, j'ai vu ce film à Sitges, au festival en Catalogne, et Danzig, il était là, et il est toujours très sérieux, tu vois. Il est drôle, mais il est quand même sérieux. Et le public de Sitges est un public très encourageant. Il est là pour aimer les films. Et tu vois, plutôt que de siffler pour se foutre de la gueule du film, eux, ils vont applaudir. Ils vont regarder le film, ils vont être avec le film. Et du coup, il y a des séquences où les gens, ils n'arrêtaient pas d'applaudir parce que c'était tellement surréaliste que Danzig ait fait ses choix qu'on ne pouvait pas ne pas trouver ça brillant. Il y a un moment où Bathory, elle se regarde dans un miroir pour regarder à quel point le sang lui a permis de rester jeune. Et on dirait que Danzig, il a dit à la meuf, bon bah tu fais plusieurs tests, tu t'approches du miroir, tu regardes ton visage, tu te recules, tu fais quelques propositions, puis au moins au montage, je coupe. Sauf qu'il a rien coupé. Ça doit durer 1 minute. Ouais. Elle est devant le miroir, elle se regarde, et hop, elle se recule, elle se re-regarde, puis elle recule, puis elle se re-regarde, elle recule, et toi tu regardes, tu te dis, je rêve ou quoi? Mais il y a une scène comme ça avec les flics aussi dans l'autre sketch, Les yeux sans visage. T'as une scène avec les flics, donc c'est des acteurs porno, hein, tu devines que c'est. Bah oui. C'est des mecs un peu baraqués comme ça, tu sais, avec un peeling du visage et tout, tu vois, des mecs de 45 balais. Et les mecs ils sont là, tu sais, avec un donut et un gobelet de café. Ah, on n'avance pas sur cette enquête. Ouais. Ils se regardent comme ça, ils savent pas quoi dire. Eh oui. Et ça dure 1 minute. C'est vrai, et c'est marrant parce que les mecs qui bossent avec Danzig, notamment Tommy Victor, qui est le guitariste et chanteur de Prong, mais qui est aussi le guitariste de Danzig, ils disent que les gens savent pas, c'est que Danzig, dans l'intimité, il est très drôle. Moi, j'en doute pas. Mais je pense que quand il fait ce film, il se rend pas compte. Il y a pas un moment où il se dit, c'est un peu long, les gens jouent pas bien. Jamais il se dit ça. J'ai du mal à situer vraiment où se place Danzig par rapport à la conscience de ce que le film provoque chez les gens. Et je me souviens que quand il a passé le film à Chicago, je sais pas quoi, il était arrivé sur scène après, bon
esprit, il avait entendu les gens rigoler tout le temps. Et il est arrivé sur scène, il avait dit bon bah les gars, écoutez, je vois que ça vous a plu, c'est cool. Bon, vous avez pas rigolé aux endroits où moi j'aurais rigolé, mais pourquoi pas? Et c'est là que tu te dis, mais en fait, je pense qu'il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Mais c'est génial parce qu'il y a une naïveté, une candeur. Moi, ce que je déteste personnellement, c'est les gens qui font des films Z pour faire Z, de films maladroits pour faire maladroit. Tu vois, genre Asylum, c'est marrant, mais Asylum, ils sont conscients de ça. Ouais. Et t'avais aussi toute la vague, tu sais, après les films Grindhouse de Tarantino et Rodriguez, on a eu après plein de directs ou DVD façon Grindhouse, où volontairement c'est foireux techniquement parce que ça doit te faire penser à des toutes petites productions des années 70. Et c'est vrai que c'est assez chiant ces films-là. Et du coup, je pense que réellement, ce qu'on peut reconnaître à Verotica, c'est que c'est un film qui est totalement sincère, je pense. C'est ce qui le rend encore plus fascinant. Venant d'un mec comme lui, qui a quand même fait, dit-il, je crois, une formation de photo à la base, un mec qui a ce passif musical. Il a joué dans des films, ce type, Danzig. On l'a vu dans Prophétie 2, film avec Christopher Walken. Il apparaît un moment. Il disait, c'est peut-être vrai, qu'il avait été contacté il y a très 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 longtemps pour possiblement devenir Wolverine. Et c'est vrai qu'il avait le look un peu, puis la carrure. En tout cas, quoi qu'il en soit, il a cette connexion, tu vois, dans son film d'après, qui est un vampire, qui s'appelle Death Rider in the House of Vampires. Il y a Danny Trejo, il y a Eli Roth, plein de monde comme ça. Il aime vraiment le cinéma bis, mais en même temps, voilà, il y a un côté méga premier degré chez Danzig qui fait que le film est un ovni. Écoutez, ce qui est marrant, c'est que personne ne connaît ce film, Verotica. Alors que Danzig, c'est une star. Quand j'étais à CJS, le producteur du film, producteur exécutif, s'appelle James Cullen Bressac. C'est un grand mec qui avait genre à l'époque 28 ans. J'ai regardé sur IMDb, il avait produit genre 100 films à 28 ans. Et lui, je lui avais dit, putain, j'aimerais bien passer Verotica en France, dans un cinéma. Il m'avait dit, ouais, vas-y, contacte-moi et tout. Puis il nous avait demandé une somme d'argent gigantesque. Et du coup, ils étaient dans des sommes qui étaient tellement aberrantes que on n'a pas pu passer. Et les plupart des fans de Danzig, tu leur parles de Verotica, ils sont même pas au courant que le film existe. Mais là, tu donnes peut-être une piste à l'explication du film. C'est peut-être justement son producteur. Je pense qu'il est mal entouré. Alors peut-être, comme tu dis, c'est un mec qui en fait qu'à sa tête et qui est sûr de son idée. Mais je pense qu'il aurait besoin d'être cadré peut-être par un producteur, par quelque chose. Parce que moi, si tu veux, le film, il est abscon, on va dire. J'arrive pas à trouver d'adjectifs. Mais tout ce que t'as dit, moi, en fait, en y réfléchissant, je me dis, mais en fait, moi, ce qui me va pas sur ce film, c'est la technique. C'est que je trouve qu'il tient pas la route techniquement. Parce qu'après, les idées qu'il a, ce qu'il propose, mais moi, je suis tout à fait prêt à l'acheter. Un film à sketch horrifique avec une histoire d'araignée géante, une histoire de tueur qui arrache le visage de ses victimes et une revisite de Báthory. Le tout avec quelque chose de très sexuel, de très explicite et avec des actrices porno au casting. Mais j'ai envie de te dire pourquoi pas après tout. Tu vois, il y a un côté effectivement série B, B-, on va dire, assumé. Mais moi, je veux dire, il y a plein de films comme ça que j'aime beaucoup et je trouve que dans ces films-là peuvent affleurer des idées qui sont bien exécutées, qui sont vraiment remarquables. Et quand tu parles du début du film avec l'araignée, moi au début je me suis dit bon, je vois effectivement le faux accent français, tout ça, je me dis ok, c'est baroque quoi. Mais il y a des idées poétiques où je me dis ah mais c'est pas mal si c'est ça. Ça fait aussi penser, tu sais, à des trucs japonais. Tu vois, il y a un côté un peu perversion japonaise, des trucs de la Nikatsu, enfin les trucs, tu sais. Même de Hello Goro, les bandes dessinées un peu érotiques, grotesques. Exactement, tu vois. Et t'as eu des productions dans les années 90, Twilight Diner, des films avec des vampires, avec des créatures qui ressemblent un peu à ça, des films érotiques, mais érotiques fantastiques et horrifiques, comme tu dis, le Lorogoro no Sensu. Et ça fonctionne, moi au début, je me suis dit, ah ok, ça va être ça, la proposition du film. Pourquoi pas, tu vois. Alors peut-être qu'à un moment, il y aura des trucs auxquels j'adhère pas. Mais si c'est pour faire une espèce de, presque de marabout bout de ficelle, s'il a collé les unes à côté des autres des idées un peu folles, visuelles, poétiques, bon, pourquoi pas. Le problème après, moi, c'est justement que techniquement, il y a vraiment des trucs qui vont pas du tout. Entre avoir un tout petit budget, parce que je pense qu'il a réellement un petit budget, c'est pas un film qui se donne l'impression d'être une série B, voire Z, c'est que c'est une série Z, et là, hélas. 100 000 balles ou 200 000 balles. Là, dans ces cas-là, faut avoir des gassures autour de toi qui te disent, là, le montage, faut le revoir. Là, t'es sûr que tu veux pas prendre un acteur, ok, t'as pris des actrices porno pour faire le truc, et pourquoi pas, mais tu veux pas, là, pour tel second rôle, un acteur un peu plus chevronné qui apportera un truc, ce serait peut-être mieux. Danzig, tu lui dis rien. Et c'est ça le problème. Mais après, la forme du film, le côté complètement barré et le charme du do-it-yourself, puisqu'on parle de quelqu'un qui a commencé dans le punk, bah, le côté justement do-it-yourself, moi je trouve que c'est une démarche que je salue. Et t'as plein d'auteurs finalement qui ont davantage de cachet, qui ont une certaine reconnaissance critique, qui ont fait des choses comme ça, qui sont très intéressantes, tu vois. Dernièrement, t'as quelqu'un comme Eduardo Casanova, au pif, j'ai vu son dernier film qui s'appelle Silencio. Il a aussi fait un film qui s'appelait Pieles, un personnage qui a la bouche et l'anus inversés, des idées comme ça, et qui sont propices à des maquillages prosthétiques. C'est des projets comme ça, pareil, un peu fous et un peu provocateurs, et en même temps derrière ça dégage une certaine poésie et parfois même de l'émotion. Et puis à une autre époque, on a eu, tu vois, un Frankendenauteur. Je pense au film qu'il a fait dans les années 2000, Bad Biologie, tu vois, c'est traduit
ouais. En France, c'était traduit Sex Addict, c'était pas un titre très heureux. Frankenheimer, c'est aussi d'une certaine façon un auteur de série B, de série Z, un mec qui aime les marginaux. Il se plairait pas dans une industrie plus calibrée. C'est des films de garage, c'est des films de contre-allées, de contrebande, de quartiers un peu pourris. Il aime ça, il aime. Je crois que parfois, quand il y a des clochards à l'écran dans des films de Frankenheimer, c'est réellement un clochard qui l'a repéré sur le truc. Il fait, hé toi mec, ça te dit, tu viens, tu fais une réplique rigolote et Mais tu tu parles vois, à la c'est pute. marrant parce que Danzig, il semble, tu vois, être très, très, très fan de Georges Franju, Les yeux sans visage, mais je pense qu'il est plus proche d'un mec comme de Jean Rollin, tu vois, par exemple. Bah ouais. Jean Rollin, c'est-à-dire vraiment avec des acteurs où on est toujours dans une espèce de magma un peu comme ça, étrange, et il est plus proche de ça. Je trouve que la vraie qualité de Verotica, c'est que je pense que tu plonges vraiment dans la tête de Glenn Danzig, quoi. C'est-à-dire qu'il a mis tout ce qu'il est lui-même aujourd'hui. C'est-à-dire, la dernière fois que je l'ai vu en vrai, c'était à Anvers. Il sortait du concert, il montait dans son tourbus. Il y avait deux demoiselles qui avaient 40-50 ans, qui l'accompagnaient et qui avaient des têtes. Elles auraient pu jouer dans Verotica, quoi. Donc tu vois, tu reconnais, tu dis putain, il a emmené le cast de Verotica avec lui. Il y a un peu de tout ça. Et surtout que les premiers albums de Danzig en tant que Danzig, c'est quand même des albums qui sont sortis sur un label cool et tout. Et au fur et à mesure, il a un peu reglissé vers un côté do it yourself où la production des scuds, il y avait moins de sous, c'était plus cheap, ça se rapprochait des premiers Misfits. Et d'ailleurs, la musique du film qu'il a faite, la musique instrumentale, c'est lui qui l'a faite, mais elle est super mal produite. Le son, il est atroce. Ne serait-ce que le générique de début, avec l'apparition des titres et des noms des gens et les effets vidéo derrière, même ça, c'est mal foutu. Moi, quand je l'ai lancé, je me dis, ah, putain, j'ai dû me tromper, c'est pas le bon film. Ah, mais J'ai si. cru que c'était un film qui datait de 2004, qui avait C'est ça, 15 ouais. ans de plus, tu vois. Je me suis dit, c'est pas un film de 2019. Ce titre, cette musique, ces trucs, j'ai l'impression que c'est un film qui était sorti 15 ans plus tôt, quoi. C'est ça qui est génial, c'est que je pense que vraiment ce mec, il en a rien à branler. Je pense sincèrement que Danzig, il a fait le film qu'il voulait faire. Moi, j'adore Rob Zombie, je trouve que La Maison des Mille Morts, c'est vraiment formidable. Mais alors, Rob Zombie, par contre, il a mis tout ce qu'il aimait, mais il a su en faire un package qui est quand même très accessible aux gens. Ouais. Même si c'est génial, pour moi, c'est même son meilleur film. Danzig, il a mis tout ce qu'il aimait, mais il en avait rien à foutre de faire en sorte que ça soit accessible aux gens. Et quelque part, c'est hyper louable. C'est comme quand tu vois les films d'Eric Romer, est-ce que ce serait pas le Eric Romer américain? Quand tu vois les films d'Eric Romer et que tu vois les gens jouer et tu sais pas s'ils jouent bien ou ils jouent pas bien, c'est quand même une manière de jouer très particulière dans les films d'Eric Romer. Et ben Danzig, c'est pareil. Ça se trouve, il se dit non, mais moi je veux qu'il joue comme ça en fait. Cela dit, quand on voit le sketch sur Bathory, on n'est pas loin de Perceval de Romer. Il y a quelque chose de très... Non mais tu vois, non mais c'est pas faux. Il y a quelque chose de très naïf dans cette représentation très sommaire du Moyen-Âge. On a réussi à trouver ça. Voilà, ça c'est encore une fois la cinéphilie française arrive à trouver les bons mots qui vont se diffuser à Hollywood. Glenn Danzig est le Eric Romer américain des années 2000. C'est dommage ce film, tu vois, parce que il y aurait quelque chose d'un peu moins, j'ai pas envie de dire ringard, ce serait inélégant. C'est un vieux rocker, Danzig. Mais on a parlé donc comme tu dis, quand on lance le film, on a l'impression que c'est un film presque avant l'ère numérique. Pareil dans le choix des actrices qu'il a pris. Moi, je veux bien qu'il propose des visions poétiques, qu'il laisse son esprit divaguer, sa psyché divaguer comme ça. C'est dommage qu'il ait pas fait un minimum d'effort de, je dirais, de créativité avec une esthétique, avec quelque chose un petit peu plus mis à jour au moment. Donc c'est un film de 2019. Prendre des actrices porno avec des gros seins, des blondes avec des gros seins, des physiques qui existent toujours dans le porno, hein. Dans le porno américain mainstream, on va dire, ça existe toujours. Mais tu vois, il aurait choisi des petites actrices tatouées avec les cheveux décolorés, cette nouvelle école du porno. Bon, ça commence à remonter un peu aussi, tu me diras, c'est dans les années 2010, une génération Sacha Grey. Il y en a une qui ressemble à ça dans le film, c'est celle qui ouvre le film. D'ailleurs, le premier meurtre, c'est très Fulci. C'est t'as la meuf qui crève les yeux d'une autre femme avec... oui. C'est complètement Lucio Fulci. Ça, Fulci, ouais. Et cette meuf ressemble au style que tu dis, elle est un peu tatouée, elle est mignonnette, elle est comme ça, elle est plus jeune. Tu vois, il y aurait tout ce travail-là parce que ces femmes-là, elles apportent aussi une esthétique. Le porno américain, mine de rien, il y a aussi eu plein de petites antichambres qui se sont créées dans le porno. Il y a plein de trucs un peu underground. Tu peux aussi te nourrir de toute une tendance, de plein de créativité qu'il y a dans le monde du porno aux États-Unis. Et là, finalement, on est sur quelque chose qui est pas si créatif que ça. Il y a des gens qui essaient de faire un film, tu vois, en essayant de saisir l'époque ou de les inscrire dans le temps. Moi, je pense qu'il a fait exactement le film qu'il avait envie de voir. Et il l'aurait fait en 97 ou il le ferait en 2032. Je pense que ce serait le même film. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'il essaie de réaliser un film parce que moi, je l'avais eu au téléphone quelques fois, je l'avais rencontré à l'époque. Et il me disait, putain, j'essaie de monter un film, Guet Rouge. G-E-R-O-U-G-E. Guet Rouge. Et c'était un film, il voulait faire un film sur le vaudou à l'époque. Je crois que c'était encore tiré d'une BD de Vérotique, sa boîte de comics. Franchement, ça avait l'air incroyable. C'est un mec qui s'appelle Papa John Carrefour, qui est le chef vaudou de ce coin de Nouvelle-Orléans. Et en fait, il y a un nouveau chef vaudou ambitieux qui le tue pour prendre sa place. Et Papa John Carrefour revient d'entre les morts avec une armée des morts pour se venger de son concurrent chef vaudou. Et j'étais là.
oh la vache. Et il me disait, j'arrive pas à monter le film, mais de toute façon, si j'arrive pas à le monter, je le ferai en do it yourself. Et au final, tu vois, il a pas fait Guet Rouge, il a fait Verotica, mais il l'a fait en mode indie quand même, parce que on a dû lui dire non, on a dû lui dire, justement, dans des studios peut-être un peu moins petits. Là, c'est Cléopatra qui produit ça, c'est des indépendants qui ont un peu de boîtes de films, mais surtout des disques. On a dû lui dire, ouais, alors ça oui, ça non. Et il a dû dire, écoutez les gars, moi je fais ce que je veux et allez vous faire foutre. Et Cléopatra a dû dire, bah on va te laisser faire ce que tu veux. Et donc il a fait Verotica avec 200 000 balles ou 100 000 balles. Pour moi, c'est dommage parce que voilà, je trouve que voilà, après les premières minutes du film où je trouve qu'il y a des promesses et il y a un truc intéressant, une atmosphère, il y a des images fortes, exécutées, bon, avec les moyens du bord. Puis voilà, après, je trouve que bon, hélas, ça se délite un peu et entre ennui et choses qui sont finalement pas si folles que ça, voilà. Il y a un côté Quentin Dupieux du bis, parce que tu sais, Quentin Dupieux, il cadre lui-même et il y a certains films qu'il a pu faire par le passé où des fois, la mise au point, elle est un petit peu aléatoire, mais il le fait, hein, parce qu'il, par un moment, il filmait avec un 5D ou des appareils très, très basiques. Et des fois, il y a ce truc-là, il y a des espèces de mise au point un peu bizarres, il y a des plans où vraiment les gens apparaissent dans le plan, mais on voit à peine leur tête. Tout est un peu cadré bordélique, où tu vois 3 personnes cadrées, puis tu vois un petit bout d'une autre personne. Mais je trouve ça incroyable. Je pense que ce film va gagner avec le temps, peut-être, j'espère. Tu vois, un statut un peu culte, un peu comme The Room de Tommy Wiseau et tout ça. Ouais, mais alors moi j'ai vu les comparaisons sur internet avec The Room. Je vois pas vraiment le lien entre les deux choses parce que ils sont dans deux états d'esprit différents quand ils le font. Tu vas me dire que Tommy Wiseau c'est pareil, il écoute que lui et il fait n'importe quoi. Ouais. Je pense que ça doit être compliqué d'avoir une conversation avec Tommy Wiseau. Là où je pense qu'avec Danzig, j'arriverai à m'en sortir, à parler des références comme tu dis, Lucio Fulcienne ou t'as une référence à Franjeu. Je pense que tu t'en sors un peu mieux et t'as juste envie de lui dire, gars, techniquement ça tient pas la route. Mais Tommy Wiseau, le côté, est-ce que c'est un type en roue libre qui a accouché d'un véritable nanar, du nanar à l'état pur, parce que justement, il n'y a pas de choses qui ont parasité l'œuvre artistique, c'est vraiment une œuvre artistique nanardesque, c'est vraiment un truc qui est sorti directement de la tête de l'artiste. Bon, à part cette comparaison-là, moi je trouve que c'est vraiment des films qui donnent des impressions très très différentes et je le rangerai pas dans cette catégorie, je le rangerai dans la catégorie de plein d'autres films qui sont autoproduits et qui sont parfois très foutraques. Je trouve que ta comparaison avec Rollin, elle est pas mal du tout, voilà, c'est vrai qu'il y avait aussi ça chez Rollin, on sentait que c'est pareil, c'est quelqu'un qui prenait un peu les acteurs et les actrices qu'il avait sur le moment, il est pas un très bon directeur d'acteurs, c'est les aléas de la série B, de la série Z, du do it yourself et voilà, et le choix de certaines lumières aussi qui là pour le coup sont vachement dans la tendance de ce moment-là, de 2019, tu sais ces lumières violettes, roses, très post-80, vaporwave là, tu sais t'as 2-3 lumières comme ça, entre le giallo et les trucs qu'on revoit dans des séries qui font penser aux années 80, qui ont été remâchés par la pub dernièrement, ça c'est des trucs qui étaient au top de la tendance, t'en voyais partout. À l'époque, tu pouvais pas demander à un pote de te faire une vidéo ou un truc comme ça sans qu'ils disent attends, je vais mettre une lumière rose d'un côté, une lumière bleue de l'autre. Et ça, c'est un truc que tu retrouves dans les trucs autoproduits de l'époque, les mecs pour essayer d'habiller un peu leur film. Mais nous en France, tu vois, on a François Gaillard par exemple. Ah, François, cher copain, j'ai tourné 2 fois avec François Gaillard. Tu sens que François Gaillard aussi, il essaie de faire les films qu'il peut avec l'argent qu'il a et il se raccroche François parfois. Gaillard qui est un grand fan de Danzig, hein, faut le savoir aussi. Je vois là aussi, tu vois, je vois la parenté et tu vois que parfois il se raccroche justement à un projecteur rose dans un coin, un truc en se disant au moins il y aura un semblant d'habillage giallo, il y aura un semblant d'habillage film d'exploitation un peu à l'ancienne. Je me raccroche à cet héritage-là du cinéma, tu vois. Ouais. Après, avec une vraie sincérité aussi, parce que François, il aime vraiment ce qu'il fait. François, il aime vraiment ça. Enfin, il a vraiment tout un univers giallo, les femmes, les couteaux, les gants, la lumière, la musique, tout ça, c'est un truc qui touche vraiment François. Et Danzig est tout aussi sincère dans son truc. Mais tu sais, c'est marrant parce que Danzig, il a bossé au moins, alors pour des clips, je sais plus, mais au moins pour des photos, avec Anton Corbijn au départ. Anton Corbijn, c'est quand même pas la moitié d'un photographe et d'un clipper. C'est un mec incroyable. Tout ce qu'il a fait avec Dépêche Mode, c'est sublime. Il a fait des choses extraordinaires. Son film sur Ian Curtis de Joy Division, Control, c'est génial. Et après avoir bien appris de ce mec-là, Danzig fait Verotica. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre du miracle. Miracolo, comme dirait ma grand-mère. Voilà. What do you want? Hello, pretty. Collections. Collections? What do you mean collections? Who are you? How did you get in here? Haven't you heard? I'm the face collector. Face collector? I've come to get your face. My face? No.